Aurore Berger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Députée La République En Marche des Yvelines et présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Pour vous poser des questions, évidemment, Gilles Bornstein. Bonsoir, Berger. Bonsoir. Et bien sûr, nos observateurs citoyens, comme tous les soirs. D'abord, il y a Émilie et Olivier Viomet. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes parents d'élèves à Paris 19e arrondissement. Vous êtes des habitués de l'émission. Merci d'être avec nous encore ce soir. Et puis aussi Tristan Lozac. Bonsoir Tristan. Vous êtes ouvrier et gilet jaune à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Alors, avec un art consommé de la rhétorique, on a entendu Clément Beaune à l'instant dire que la réforme de la retraite avait un calendrier indéterminé. Si j'ai lu vos précédentes déclarations, vous, Aurore Berger, vous pensez qu'il faut réformer les retraites là, maintenant, tout de suite? En fait, en vérité, on avait commencé à le faire. On l'avait annoncé dès la campagne présidentielle. Nous, en campagne législative, on avait dit clairement qu'on voulait réformer le système de retraite parce que c'était un système qui était à la fois, et qui est donc toujours, illisible, injuste, inéquitable. Et on avait examiné ce texte, ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Et puis on a été interrompu, vous le savez, on n'a pas pu aller au bout de son examen. Donc la question se pose de savoir déjà, est-ce qu'on a le temps nécessaire pour le faire? Parce que tout le calendrier parlementaire a été quand même bouleversé pour des raisons évidentes par la crise sanitaire. Encore ce soir, on votait le 10e texte relatif à l'urgence sanitaire, en l'espèce aux Antilles, avec la situation particulière qui s'y passe. Donc on est quand même encore suspendu, en vérité, par la crise sanitaire qui doit rester et qui reste la priorité. Vous avez clairement sur le fond, il faut le faire maintenant, le plus vite sur possible. le fond. Est-ce que ce qu'on disait il y a quelques mois sur le système de retraite tel qu'il est aujourd'hui et sur la nécessité de la réforme a changé? Non. Tout simplement parce que la crise sanitaire, elle ne remet pas en cause notre régime de retraite. Et donc, est-ce que la question de la fin des régimes spéciaux continue à se poser dans notre pays? Oui. Est-ce qu'il faut y mettre un terme? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut revaloriser les petites retraites? Oui, on le fait d'ailleurs pour les retraites agricoles, pour qu'il n'y ait pas un agriculteur dans notre pays qui parte avec des niveaux de pension indécents. La question, c'est est-ce qu'on a le temps de le faire dans les quelques semaines ou quelques mois qui viennent avant l'élection présidentielle? Ou est-ce qu'on n'aura pas le temps parce que de toute façon, la crise sanitaire nous contraint aussi, y compris en termes de calendrier. Si on peut le faire, je pense qu'il faut le faire. Mais donc vous êtes pour le faire vite avant l'élection présidentielle? Moi, je pense, encore une fois, je rejoins ce que disait Clément Beaune, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout caché les intentions qui sont les nôtres. On ne fait pas à la François Hollande ou Nicolas Sarkozy, en toute fin de mandat, où on sort une réforme nouvelle du chapeau qu'on n'avait pas annoncée aux Français, qu'on n'avait pas annoncée à sa propre majorité parlementaire. Nous, c'est une réforme qui est connue de tous. Et après, je pense que dans cette réforme, il y a des sujets qui sont probablement plus prioritaires que d'autres et qui peuvent aussi être réalisés plus rapidement que d'autres. C'est notamment les régimes spéciaux et la revalorisation des petites pensions. Donc, si j'essaye de décrypter votre pensée, vous dites les régimes spéciaux et la revalorisation des petites retraites, c'est oui, il faut le faire tout de suite. Si on peut le faire, si on a le temps... Encore une fois, vous dites... si on a le temps parlementaire pour le faire, alors oui, il faut le faire parce que le dialogue avec les partenaires sociaux, il a eu lieu de très nombreux mois. Le Premier ministre les a encore reçus la semaine passée. Il n'a pas dit un mot de retraite, manifestement. Non, mais il les a encore reçus et vous savez bien qu'il y a eu un dialogue. Sans leur dire de la réforme des retraites. Oui, mais à un moment, la question, elle n'est pas là. On a entamé et réalisé une négociation avec les partenaires sociaux. Après, j'entends certains qui disent c'est pas le moment, mais ce seront les mêmes qui pourront nous reprocher dans quelques mois de ne pas l'avoir fait, parce que c'était les premiers à demander à ce que ce soit le cas. On peut vous dire aussi, vous avez dit le Covid n'invalide pas l'analyse qu'on avait faite il y a 5 ans. Certes, mais la situation du Covid et surtout de sortie de Covid peut faire dire on a besoin d'unité, on a besoin de relancer la machine économique. Si on fait la réforme, il y aura des grèves, il y aura des mouvements sociaux. C'est peut-être pas le meilleur c'est peut-être pas le meilleur moment pour rediviser les Français. La reprise économique, déjà, elle est là. On a 6% de taux de croissance. Donc ça veut dire que la politique qu'on a eue, nous, pendant la crise, elle a fonctionné. Sinon, on n'aurait pas 6% de taux de croissance en France. On n'aurait pas atteint aujourd'hui le taux de chômage qui est revenu à celui qu'il était avant Covid, c'est-à-dire un taux qui est historiquement bas, y compris sur le chômage des jeunes, alors que c'était une inquiétude très forte sur l'alternance, sur l'apprentissage, sur l'insertion professionnelle, que malheureusement il y a un vrai risque pour les populations les plus jeunes, les plus précaires. Donc ça, c'est le cas. La reprise, elle est là. Après, si en permanence on anticipe qu'il y a des mouvements sociaux qui vont bloquer le pays, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres réformes qu'on n'aurait pas conduites. La réforme de la SNCF qu'on a faite, oui, on a eu des mouvements sociaux, mais on l'a conduite parce que c'est une réforme qui est juste. La menace de la grève, la menace des mouvements sociaux, la menace de l'agitation, c'est pas de la vie politique en vérité. On a été élus sur un programme qu'on s'est engagé à faire. Si on a le temps pour le faire,
eh bien, en responsabilité, on le fera. On va rejoindre Tristan Lozac, qui est ouvrier, gilet jaune, enfin qui fut gilet jaune, ou qu'il est encore, il nous le dira, à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Vous avez entendu Aurore Berger dire qu'elle voulait de la réforme, en particulier celle des régimes spéciaux. Quelles questions vous voudriez lui poser? Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Alors, tout d'abord, quand Madame la députée dit que ils ont été élus sur ce programme, c'est faux, puisque je rappelle quand même que M. Macron avait promis qu'il ne toucherait pas aux retraites pendant les élections. Donc Macron a dit récemment que le temps que l'épidémie n'était pas sous contrôle, il ne toucherait pas à nouveau à cette réforme. Donc je pense plutôt, moi, qu'il s'agit en réalité d'une simple opération politicienne afin peut-être de séduire la droite. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est trop tôt? Désolé, vous l'avez déjà signifié tout à l'heure. Il est trop tôt parce que les Français ont quand même été, pendant presque 2 ans, un peu malmenés, on va dire, désolé, par ce virus. Donc, confinés, déconfinés, couvre-feu, puis des masques obligatoires. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les Français ont besoin de vivre, de respirer. Et c'est vraiment pas le moment, surtout qu'aujourd'hui, il y a encore des mouvements sociaux depuis 2018 qui perdurent en France. Donc je pense que si ça continue comme ça, il y aura des mouvements sociaux jusqu'à la fin du quinquennat de M. Macron. Donc est-ce qu'il n'est pas trop tôt encore? Aurore Berger. Dans ces cas-là, quand est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Parce que le risque, encore une fois, d'un mouvement social... Non, mais le risque d'un mouvement social, où la menace qui est un peu là dite du fait qu'il y aurait un mouvement social, dans ces cas-là, elle existe quelques mois avant la présidentielle, mais elle existe aussi quelques mois après l'élection présidentielle. Le contexte n'est pas tout à fait le même. La France a besoin de relance. On sait que des grèves, c'est pas le meilleur moyen pour relancer l'économie. Pourquoi vous anticipez forcément que les salariés dans notre pays seraient hostiles à cette réforme? Sur la réforme des régimes spéciaux en particulier, une majorité de Français a toujours été favorable à la fin des régimes spéciaux. Pourquoi vous êtes si pressé? Mais j'ai pas dit que j'étais pressée. Quelques mois après, si vous voulez le faire avant l'élection. Non, j'ai pas dit il faut absolument le faire. J'ai pas dit que j'étais pressée, qu'il fallait absolument le faire. Si je dis qu'il faut le faire avant l'élection. Non, je n'ai regardé et reprenez tous les propos que j'ai dit. Je n'ai jamais dit cette phrase. Je n'ai jamais dit il faut le faire avant les élections. J'ai dit si nous avons l'opportunité de le faire, si nous avons le temps parlementaire pour le faire, si encore une fois la crise sanitaire ne nous oblige pas à devoir relégiférer, comme malheureusement on a été contraint de le faire aujourd'hui encore pour les Antilles, alors oui, il n'y a aucune raison de le reporter. Ou alors encore une fois, si on a le temps, comment on justifiera qu'on ne l'ait pas fait? Et vous serez les premiers à m'interroger en me disant mais je ne comprends pas, vous aviez le temps d'agir, vous aviez le temps de réformer, et pourtant vous l'avez pas fait. Donc les mêmes qui aujourd'hui nous disent attendez, nous dirons demain. La France d'avant la France d'après le Covid. Le contexte n'est pas le même. Allez-y Tristan. Désolé, le contexte n'est pas le même. Alors moi, je vais revenir un petit peu sur pratiquement 3 ans, voire même 4 ans. Depuis 2018, madame, on a des manifestations chaque week-end, parfois en pleine semaine, parce que vous tapez toujours sur les mêmes. Et aujourd'hui, quand on commence un petit peu enfin à respirer, malgré que cet été, il y a eu quand même des manifestations anti-pass et non anti-vax, quand même, je tiens à le préciser, vous êtes encore en train de vouloir retaper et remettre tout sur le tapis, alors qu'on sort... on voit presque le bout du tunnel. Alors pourquoi vouloir toujours taper au risque d'avoir des manifestations? Alors oui, peut-être que les Français sont majoritairement favorables à la fin du régime spécial, mais ils sont en majorité contre la réforme des retraites en globalité. Alors pourquoi pas, dans ces cas-là, faire carrément un référendum et demander l'avis des Français? Voilà. Ça s'appelle l'élection présidentielle. Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons été élus aussi sur la volonté de transformer, de réformer le pays. On tape sur personne. Je suis désolée, mais ces anaphores de violence, la violence, c'est nous qui l'avons subie très souvent. La violence, c'est encore la permanence d'un de mes collègues parlementaires qui a été incendié. Ça, c'est de la violence. La violence, ce sont des médecins qui sont pris à partie. C'est un pharmacien chez moi à Rambouillet qui a été directement menacé tout simplement parce qu'il acceptait de vacciner les Français et qui est aujourd'hui dans l'impossibilité de vacciner parce qu'il a vécu sous la menace et la contrainte. Ça, c'est taper. Ça, c'est de la violence. Et donc, je n'accepte pas que l'on puisse dire ici que nous tapons sur les Français. Non, le gouvernement, il ne tape pas sur les Français. Le gouvernement, il a mis en place notamment une politique de protection des Français qui est largement saluée par les artisans, par les commerçants, par les entreprises, par les Français même, parce que s'il y a 6% de taux de croissance, ça veut dire que la consommation repart. Ça veut dire que les ménages font confiance tout simplement à la politique qui a été la nôtre. Parce que si on arrive presque à 50 millions de personnes qui ont reçu au moins une première dose de vaccin, alors que tout le monde nous prédisait que nous étions incapables d'y arriver et que nous avons probablement aujourd'hui des meilleures couvertures
couverture vaccinale au monde, c'est qu'on a mis en place une protection très claire des Français. Donc on tape sur personne. Au contraire, on a protégé les Français. Quant à celles et ceux qui manifestent, ils sont extraordinairement minoritaires dans le pays. Il y a chaque jour plus de gens qui se vaccinent dans le pays que chaque semaine de gens qui manifestent. C'est ça la réalité et la vérité de ce qui se passe. On va parler de la situation sanitaire. Tristan, merci infiniment, sauf si vous voulez dire un dernier mot. Oui. Allez-y brièvement, s'il vous plaît. Un dernier mot, très vite. Madame, quand vous dites que vous ne tapez pas sur nous, alors je tiens juste à rappeler, madame, au mois de juillet, c'est 10% d'augmentation du gaz. Au mois de août, c'est 5%. Au mois de septembre, c'est 8%. En octobre, ça sera 4%. L'augmentation du carburant. Donc, madame, là, vous êtes en train aussi de faire renaître le mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est aussi les revendications initiales aujourd'hui qui sont à nouveau remises en avant. Et alors, ne dites pas que vous ne nous tapez pas dessus, parce que c'est entièrement faux. Voilà, c'est tout. Merci Tristan, on a entendu votre colère. Vous vouliez y répondre ? Non, mais moi je peux répondre. J'imagine que monsieur paye plus ou beaucoup moins de taxes d'habitation, par exemple. Donc je serais curieux de savoir, par exemple, chaque année, combien en moins vous payez de taxes d'habitation. Il a probablement aussi pu bénéficier de la baisse de la CSG et de la baisse des cotisations sociales. Il a probablement aussi pu bénéficier tout simplement de la prise en charge en matière de santé qui a été augmentée, puisqu'il y a un reste à charge zéro pour les lunettes, les prothèses auditives ou les soins dentaires. Et donc ça veut dire qu'il peut en bénéficier. Il a peut-être des enfants qui ont bénéficié du dédoublement des classes en CP ou en C1. Bref, la liste est très longue des mesures sociales qui ont été prises tout au long de ce quinquennat. La baisse aussi de l'impôt sur le revenu, par exemple. Mais je crois qu'à un moment, on peut aussi essayer d'être juste et de dire la vérité sur la manière avec laquelle, encore une fois, on a permis d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Et sinon, encore une fois, il n'y aurait pas plus de 6% de taux de croissance dans ce pays. Vous avez parlé d'enfants, on va en parler justement. Merci infiniment Tristan pour cet échange vif mais intéressant. On va passer à la situation sanitaire, puisque le président de la République avait lié la réforme des retraites, c'est vrai, à l'amélioration de la situation sanitaire. Ça va mieux en métropole, c'est encore compliqué en Outre-mer, on en parlera tout à l'heure. Maintenant, on va parler de rentrée scolaire et on va en parler avec Émilie et Olivier. Bonsoir, vous êtes là, je vous ai vu tout à l'heure. Alors, vous avez interrogé la veille de la rentrée scolaire, vous étiez ravis que vos enfants aillent à l'école, eux aussi avaient l'air contents d'y retourner. Comment cette rentrée s'est-elle passée, chère Émilie, cher Olivier ? Eh bien, je crois que nous avions raison d'être inquiets, puisque la rentrée a un peu tourné court. Louise, ma fille qui est rentrée en CP, est allée pendant 1 jour et demi à l'école. Et mon fils pendant 3 jours et demi, donc ils sont tous les deux cas contact, et leur classe est fermée pendant 1 semaine respectivement. Donc, voilà la situation. Donc 2 jours d'école et c'est terminé en gros. En gros, c'est ça. Athènes. Est-ce que Aurore Berger est sur le plateau ? Qu'est-ce que vous aviez envie de lui dire ? Ou de lui demander ? Moi, je me pose des questions sur le protocole sanitaire qui est mis en place dans les écoles. Est-ce qu'il est vraiment efficace ? Est-ce que qu'en est-il de la vaccination, de l'obligation de vaccination, de l'obligation de passe sanitaire pour les enseignants elle n'existe pas, ça c'est clair. Voilà. Donc il existe pour les soignants par exemple ou pour les gens qui bossent dans des restos, mais les profs qui sont 7 heures par jour dans la classe avec nos enfants, eux sont pas obligés d'être vaccinés. Est-ce que ça pourrait pas répondre à une partie du problème ? Je sais pas. Alors, Aurore Berger va vous répondre. Je précise qu'elle fait partie du fan club de Jean-Michel Blanquer. Que voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent entendu. Une serveuse au restaurant, vous la voyez 2 minutes, elle est obligée d'être vaccinée. Un prof qui est 8 heures par jour au contact des enfants, non. Alors, déjà, bonsoir, et je comprends que la situation, elle soit loin d'être évidente. Après, pour relativiser quand même au-delà de ce cas particulier, aujourd'hui, dans l'ensemble du pays, on a à peu près 500 classes, pas 500 écoles, mais 500 classes qui sont fermées parce qu'il y a des cas contacts. Donc, à l'échelle du pays, c'est quand même extrêmement résiduel. Et je crois qu'on a quand même eu la chance en France d'avoir fait en sorte que nos écoles restent ouvertes, y compris au cœur de la crise. On a eu la période de confinement strict, mais en fait, tout de suite après, on a tout fait pour que les écoles soient ouvertes. Alors, c'est quand même loin d'être le cas. Faut-il envisager la vaccination ou la présentation d'un pass sanitaire, en tout cas, pour le personnel de l'éducation nationale? On a un protocole qui est différent en fonction de l'âge des enfants pour des raisons évidentes, puisque la vaccination, c'est à partir de 12 ans. Donc, on n'a pas le même protocole
pour les plus petits qui sont en maternelle primaire et pour ceux qui sont collège-lycée. Collège-lycée, on peut isoler celles et ceux qui sont cas contact et faire en sorte surtout que ceux qui sont vaccinés puissent continuer à aller au sein de leur établissement. Et si vous me répondiez... On ne parle pas des élèves, on parle des... Oui, mais parce que là, c'est aussi les élèves qui sont touchés. Si un élève est cas contact, dans tous les cas, c'est légitime qu'il ne puisse pas continuer à aller à l'école avec le risque sinon qu'il contamine. Et comme il a moins de 12 ans, il ne peut pas, en tout cas aujourd'hui, c'est les recommandations des médecins, être vacciné. Donc dans tous les cas, l'élève qui lui-même cas contact, que l'enseignant soit vacciné ou pas, en vérité, ça ne changera rien à la situation de l'élève. Et donc des parents doivent le récupérer. Les élèves cas contact peuvent avoir été contaminés par des profs qui ne sont pas obligatoirement vaccinés. Donc je vous repose la question qu'ils vous ont posée, à laquelle vous n'avez pas répondu. Non mais je vais y répondre, j'ai pas de problème à y répondre. On n'a pas mis d'obligation vaccinale pour les enseignants et il n'est pas prévu qu'on mette d'obligation vaccinale pour les enseignants. Tout simplement parce que eux, ils ont une classe. Tout ce qu'on a fait, justement, tous les protocoles qu'on a mis en place, c'est éviter le brassage. Quand vous êtes serveur, quand vous êtes dans un rôle d'accueil, vous accueillez des publics extraordinairement différents tout au long de la journée avec un brassage qui est sans discontinuer. Quand vous êtes avec une seule classe tout au long de la journée et les enseignants sont vigilants à éviter qu'il y ait du brassage, y compris à la cantine. Je suis allée le vérifier moi-même le jour de la rentrée où ils font des horaires qui sont différenciés, etc. Pareil dans les cours de récré où parfois ils ont même séparé, ce qui peut parfois un peu interpeller les enfants. Mais tout est fait pour éviter le brassage. Donc votre enseignant, il n'est pas en contact avec des centaines ou des milliers de personnes. Non, mais il est en contact avec 25 à 30 enfants avec le port du masque obligatoire. Et voilà. Donc je sais que c'est pas une situation qui est évidente pour les parents qui sont concernés, ça je l'entends bien. Je sais que pour les plus petits, il n'y a pas le port du masque. Il est quand même assez tôt quand même. Et en effet, oui, mais il n'est pas obligatoire pour les. Pour les plus petits, on s'est rendu. Pour les plus petits, on s'est rendu compte que c'était pas forcément très opérant parce qu'un petit de 3 ans, 4 ans, en vérité, il passe sa journée à le toucher, à l'enlever. Non, mais il n'empêche qu'on n'a pas non plus d'obligation vaccinale pour les professeurs qui enseignent à des très petits. Oui, mais parce que la question est la même que celle que je viens de vous énoncer, c'est-à-dire vous disiez on fait tout, on met le port du masque, etc. Non, je disais que l'enseignant, il est toujours devant la même classe. Votre enseignant, qu'il soit en maternelle, en CP ou en CM2, il n'a pas de brassage, il est enseignant devant une classe. Encore une fois, je dis pas que c'est idéal, je dis juste que ce qu'on a fait, c'est de faire en sorte que les écoles restent ouvertes. Émilie et, pardon de vous interrompre, Émilie et Olivier, vous avez entendu Aurore Berger, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis pas convaincue par la réponse et on parle de port du masque. Donc, un adulte qui porte un masque n'est pas considéré comme cas contact. En revanche, un enfant qui porte un masque, donc on oblige nos enfants à porter des masques toute la journée à partir de 6 ans, mais eux sont cas contact, alors que les adultes, eux, ne sont pas considérés comme cas contact. Donc, c'est là où j'ai du mal aussi à suivre. Mais vous, clairement, vous souhaiteriez que les profs ou que les instituteurs, en l'occurrence, que les instituteurs de vos enfants soient soumis à l'obligation de présentation du pass sanitaire comme vous et moi quand on va au resto. C'est ça, j'ai du mal à comprendre effectivement pourquoi ils ne le sont pas. C'est incohérent un peu. Il y a 1,8 million de salariés, je crois, qui... c'est vrai, vous le dites, ce que vous dites est vrai. Ils sont en contact avec du public et qui sont... Ce que vous dites est vrai, c'est qu'il n'y a pas de brassage, un contrôleur de train. Quand vous êtes un soignant ou vous êtes dans un contact physique direct avec une multitude en plus de patients par jour, et les médecins eux-mêmes ont largement recommandé évidemment la vaccination pour les autres, mais pour eux-mêmes. Donc c'était légitime et normal que les soignants qui sont exposés, qui peuvent nous exposer, évidemment le soient, et je crois que c'est largement accepté. Et de la même manière, encore une fois, quand vous avez une multitude de public tout au long de la journée, vous vous mettez vous-même en risque si vous l'êtes pas. Là, on est sur une situation différente. Je peux comprendre que quelque part on se dise c'est incohérent parce que à partir du moment où on le demande, quand on va au restaurant, etc., au théâtre ou au cinéma, sauf qu'on n'est pas non plus avec les mêmes typologies de public, les mêmes personnes. Et encore une fois, ce qui compte, il me semble, c'est de tout faire pour que les enfants continuent à aller à l'école. Donc oui, là malheureusement, il y a un cas contact. Donc pendant quelques jours, ça va s'arrêter. Mais normalement, il y a une continuité pédagogique qui s'opère et les enseignants ont été quand même très très bien rodés et ils font tout ce qu'ils peuvent quand même pour continuer à faire le suivi des enfants, y compris parfois à distance. Mais je pense qu'ils vont retrouver le chemin de l'école quand même rapidement, du moins je leur souhaite. Donc, et c'est l'objectif en tout cas. Émilie et Olivier, donc c'est reparti comme pendant le confinement. Vous devez très rapidement, vous devez vous organiser pour les garder, vous allez travailler, vous n'allez pas travailler ? On a la chance d'avoir des employeurs qui nous permettent de télétravailler. Si tant est qu'on puisse télétravailler avec nos enfants dans les pattes, on va s'organiser. Merci beaucoup et bon courage à vous pour le télétravail.
avec Louise et Gabriel. Encore un mot sur la situation sanitaire. Ça va mieux en métropole, ça va pas terrible aux Antilles. L'Assemblée nationale, vous êtes député, vient de voter la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 15 novembre dans un certain nombre de territoires ultramarins. Le gouvernement, en fait, n'a pas su convaincre un certain nombre de populations dans les territoires ultramarins de se vacciner. Comment vous l'expliquez-vous ? Déjà, ce qui se passe aux Antilles est la démonstration que le vaccin est le seul levier pour sortir de la crise. Et que quand le vaccin est malheureusement sous-employé, sous-utilisé, qu'on a une couverture vaccinale qui est très faible, eh bien, on a malheureusement des cas absolument dramatiques. On a eu des situations passées qui ont pu probablement créer parfois du doute, de la peur, de la suspicion dans un certain nombre de territoires. Vous parlez de la chlordécone, enfin de la réponse de l'État ? Notamment. Et je sais que ça a créé aussi un traumatisme qui fait qu'il y a probablement moins de confiance parfois envers les pouvoirs publics. Et après, il y a aussi malheureusement beaucoup de manipulations comme ça existe partout malheureusement dans notre pays. Et il n'y a pas de raison que nos territoires ultramarins y échappent. Alors quand vous avez déjà un terreau un peu favorable, est-ce que vous avez eu des scandales sanitaires convaincants aux Antilles qu'ailleurs ? Non, mais quand vous avez eu, je pense, un terreau favorable avec de facto des scandales sanitaires réels qui ont été reconnus, qui ont engagé la responsabilité des pouvoirs publics, et que vous ajoutez à ça, évidemment, malheureusement, toute la prolifération des théories complotistes et des anti-vax, eh bien, malheureusement, vous avez des cas qui sont des cas dramatiques, et vous avez des décès, vous avez des personnes en réanimation, vous avez des cas de Covid longs, qui font que vous n'êtes plus jamais la même, ou la même personne, avec malheureusement des séquelles qui parfois sont irréversibles. Donc, je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de proroger en effet l'état d'urgence sanitaire, et c'est ce qu'on a fait. C'est pas de gaieté de cœur en général l'état d'urgence sanitaire, mais c'est une obligation, et c'est une responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis de l'ensemble des Français. Ok. On va voir la une du Monde, on va dire un mot de politique et puis ensuite un mot des procès, évidemment du procès qui s'ouvre demain. On va voir la une du Monde de ce soir. Le voici, alors évidemment une photo de Belmondo, mais ce titre, la fracture gauche-droite s'accentue dans la société française. Alors, le macronisme, c'était le déplacement, c'est le dépassement, la fin des clivages. Vous êtes au pouvoir depuis 5 ans avec ce mot d'ordre-là, et les clivages sont plus forts qu'ils ne l'ont jamais été. C'est quand même un échec de votre politique. Je ne sais pas si c'est les clivages qui sont de plus en plus marqués, ou si c'est à un moment où aussi certains partis politiques les Français sont de plus en plus se réintéressent à la confrontation des différentes visions de la société. La confrontation gauche-droite. La confrontation d'idées, c'est pas un gros mot. Confrontation d'idées, c'est pas un problème. Et c'est pas forcément un sujet gauche-droite. Sur la crise sanitaire, j'ai pas l'impression qu'il y ait une politique vaccinale de gauche ou de droite. En l'occurrence, les Français se reconnaissent davantage dans la confrontation gauche-droite, dans le partage du monde entre la gauche et la droite qu'il y a 5 ans. Alors que vous vouliez justement annihiler cette différence. On n'a jamais prétendu qu'elle serait annihilée. On a toujours dit que nous, en tout cas, le projet qu'on portait, c'était un projet où parfois il y avait des mesures de droite qui étaient nécessaires et des mesures de gauche qui étaient nécessaires. Et en vérité, quand on parlait tout à l'heure de l'école, moi, je sais pas la classer. Je sais pas classer le dédoublement des classes en REP et REP+, comme étant une mesure de gauche ou une mesure de droite. Je ne sais pas dire ce que c'est. Je sais que c'est une mesure qui est juste. C'est une mesure qui est juste, et on voit bien d'ailleurs ses effets. On voit qu'aujourd'hui, les enfants qui sont en CM1, CM2, ils ont un meilleur niveau scolaire parce qu'ils ont justement bénéficier de ces mesures qui sont des mesures de justice sociale. Est-ce que la justice sociale, c'est uniquement quelque chose qui serait classé à gauche ? Et de la même manière, quand on a la revalorisation du pouvoir d'achat, quand on baisse l'impôt sur les sociétés, est-ce que c'est forcément qu'une mesure de droite ? Ou là encore, c'est une mesure d'efficacité économique ? Moi, je le crois pas. Ce qui est certain, c'est que le risque qu'on a, il me semble, dans cette élection présidentielle, il y a d'autres risques probablement, mais l'un des risques, c'est qu'on ait des aiguillons à l'élection présidentielle et qu'on soit dans une espèce de tenaille identitaire, notamment, et dans une tenaille entre un Éric Zemmour qui fait que de tous les candidats aujourd'hui à la primaire de la droite, ils ne parlent jamais des enjeux économiques ou sociaux, ils ne parlent plus que de l'enjeu identitaire et des questions d'immigration, ou la tenaille identitaire, notamment avec Éric Piolle par exemple. Alors justement, puisque vous parlez d'autre chose, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, elle a l'air de savoir ce que c'est que la gauche et la droite, elle fait à peu près le même constat que le Monde, parce qu'elle disait cette semaine dans une interview au Parisien, elle est venue nous le dire ici, qu'elle voudrait qu'on s'adresse davantage aux électeurs de gauche. Vous, Aurore Berger, dans l'hypothèse d'une campagne ou d'un second mandat, quels sont les messages les plus importants que vous voulez porter ?
J'ai du mal avec l'idée de segmenter, en vérité, les Français et de dire je vais m'adresser uniquement aux électeurs de gauche ou aux électeurs de droite. Déjà parce que c'est très volatile. Combien de fois les gens dans leur vie, tout simplement, dans l'isoloir, ont changé, ont évolué, ont pu voter à gauche et puis voter à droite. Regardez les résultats des élections départementales et régionales. C'était le même jour à la même heure. Et parfois, okay, on a voté à droite au départemental et à gauche au régional et inversement. Ces élections ont quand même montré que la gauche et la droite existait, avec un ancrage local évident, travaillé depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ce que je dis juste par rapport au clivage droite-gauche ou au fait de vouloir segmenter en parlant ici au peuple de gauche ou ici au peuple de droite, comme si on pouvait classifier de cette manière-là les gens, je pense que c'est clairement beaucoup plus complexe. D'accord. Dites-le à Emmanuel. Mais non, mais on en parle et il n'y a pas de difficulté vis-à-vis de ça. Je pense qu'à un moment, la question c'est comment nous on est perçus. Est-ce qu'on est perçus comme étant ceux qui avons permis d'avoir une efficacité dans les politiques que l'on a menées, l'efficacité économique? Est-ce qu'on a démontré aussi que la justice sociale, c'était quelque chose que l'on avait réussi? Et la justice sociale, c'est non seulement du pouvoir d'achat, mais c'est l'école, c'est la santé. Et c'est ces mesures-là qui, à mon avis, sont les plus emblématiques de ce qu'on a pu faire socialement. Et après, est-ce qu'il y en a qui sont plus perçus, plus identifiés que d'autres? Et je crois que c'est aussi ça la difficulté qu'on a, c'est comment on arrive à faire identifier toute l'épaisseur de ce qu'on a réussi à réaliser en 4 ans, avec une crise sanitaire qui, objectivement, écrase un peu, on le sait bien, tout le reste et toute l'actualité, parce que c'est la question première qu'on nous pose. C'est, on veut être Quand protégé, je vous disais ça sur les retraites, vous n'aviez pas l'air d'accord. Un dernier mot de politique, vous revenez des journées parlementaires de La République En Marche. Est-ce qu'il faut un grand parti qui regroupe toute la majorité, donc un grand parti avec La République En Marche, le MoDem, l'UDI, une espèce de grande enveloppe commune, de maison commune, comme on dit? Moi, ce que je souhaite, c'est que le président de la République puisse être candidat à sa réélection. Nous, on n'a pas la difficulté d'avoir à choisir un candidat. Non, mais nous, on n'a pas la difficulté d'avoir à choisir un candidat ou de choisir la manière avec laquelle on va décider comment on allait le choisir. Okay. Nous, on sait qu'on veut qu'Emmanuel Macron soit notre candidat à l'élection présidentielle. Après, est-ce que c'est sous l'étiquette? Vous avez de la chance, ça va arriver. Mais je le souhaite pour le pays. Ouais. De manière très claire. Après, est-ce que c'est sous l'étiquette En Marche, MoDem, Agir, tous ensemble? Si les candidats à sa réélection, l'étiquette politique, ce sera Emmanuel Macron 2022 et ce sera le projet qu'on porte. Et après, le parti politique qui y sera associé, je crois qu'en vérité, ça intéresse assez peu. Comme ça intéresse assez peu sur les autres partis politiques. Regardez la droite, ils sont prêts à investir des gens qui sont même plus membres de leur propre parti. Et à gauche, certains qui en sont clairement et régulièrement éloignés. Donc je crois que les partis politiques, c'est plus trop l'affaire des Français. On peut d'ailleurs s'interroger, essayer de comprendre pourquoi. Ce qui compte, c'est les personnalités politiques. Donc et les vous projets. Ne défendez pas, je comprends que vous ne défendez pas farouchement votre actuelle maison, qui est La République En Marche. Parce que ce que je dis juste, c'est que, encore une fois, ce qui moi m'intéresse, c'est que le président de la République soit candidat et puisse être réélu. C'est ça qui compte. Et c'est le projet qu'on va porter qui compte. C'est tout. Après, moi, je suis au sein de La République En Marche. J'y suis très bien. J'entends bien y rester. Et je souhaite qu'on puisse aller au-delà. Parce qu'à un moment, quand vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous n'êtes pas juste sous la bannière d'un seul parti politique. Vous vous adressez à tous les Français. On va terminer par ce qui va commencer demain et dont la France entière parle, qui est l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre. J'ai envie de vous demander ce qu'on demande beaucoup en ce moment. Vous étiez où ce 13 novembre 2015? Je rappelle, puisque vous êtes jeune, vous l'étiez encore plus. Vous aviez à peine 28 ans. Je m'en souviens d'autant plus que le 13 novembre, c'est le jour de mon anniversaire. Non. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, ça intéresse pas grand monde, je pense, ce soir. Donc voilà, j'étais avec un ami, et donc j'étais étonnamment ce soir-là très loin de Paris, mais j'avais des amis qui étaient au Petit Cambodge, donc je me souviens très bien du déroulement de cette soirée-là, et je me souviens, voilà, je pense que chaque Français se souvient exactement où il était, avec qui il était, et comment il a survécu et réussi à dépasser cette journée-là. Et je pense particulièrement à une amie ce soir parce qu'elle l'a vécu. Elle a vécu la fusillade au Petit Cambodge. Ça a durablement changé toute sa vie, toute sa trajectoire. Et je crois que ce procès, il est aussi un procès de reconstruction, non seulement pour les victimes, les familles des victimes, mais pour les Français eux-mêmes, parce qu'on a tous vécu ce traumatisme. Est-ce que vous, ces événements, ceux-là et ceux de Charlie, de janvier 2015, est-ce qu'ils ont changé votre façon de voir le monde? Est-ce qu'ils vous ont fait vous modifier dans un certain nombre d'opinions, de comportements, de convictions? Est-ce que, politiquement, vous avez changé après ces événements?
honnêtement, je ne crois pas. De comportement, non, et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que le terrorisme a raison de nous. Si on en vient à changer de comportement parce qu'un attentat se produit, et un attentat aussi meurtrier en plus que celui qui s'est déroulé le 13 novembre. Donc, de comportement, non. Après, je crois qu'il faut tout simplement être lucide sur le niveau de menace dans nos démocraties, tout simplement. L'est-on assez lucide? Oui, je crois qu'on l'est. On l'est, et en vérité, de manière assez constante, quels qu'aient pu être les différents gouvernements ou présidents de la République, personne n'a pris de manière désinvolte, évidemment, la mesure de la menace terroriste. Et la question, c'est comment on arrive à s'adapter en permanence à une menace qui évolue, et qui évolue aussi dans ses leviers techniques, technologiques. C'est d'ailleurs un texte de loi que nous, on va examiner, de considérer que la question, par exemple, des écoutes téléphoniques, aujourd'hui, elle suffit plus, et qu'on va devoir travailler avec des algorithmes qui vont permettre notamment que sur des messageries cryptées, eh bien, on puisse avoir des signaux faibles qui permettent de détecter. C'est ce que font nos services de renseignement tous les jours. Et ce qui est parfois peut-être très douloureux pour eux, pour nos services, c'est qu'on parle souvent malheureusement des échecs quand il y a un attentat, mais on ne parle pas de leur succès, on ne parle pas de tous les attentats qui sont heureusement déjoués et du travail incroyable qui est fait. Et nous, le ministre de l'Intérieur le fait régulièrement, un point. Mais c'est important que les Français sachent qu'évidemment, cette menace, elle est extrêmement sérieuse, qu'elle est malheureusement constante, qu'il faut être très lucide par rapport à ça, vis-à-vis de la menace du terrorisme islamiste en particulier, qu'on est obligés, nous, parlementaires, de faire en sorte d'adapter notre législation en permanence face à ces menaces, et qu'on a aussi mis les moyens humains. C'est 2000 personnes qu'on aura recrutées à la DGSI, donc celles et ceux qui sont au cœur des services de renseignement français. Est-ce que vous avez dit que vous n'avez pas changé de comportement? Est-ce que vous trouvez que la société française dans son ensemble a su, là je ne parle pas de politique, a su trouver la juste réponse? Oui, je crois. C'est-à-dire qu'on n'a pas une société qui s'est radicalisée par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a eu quand même un pays qui a été frappé durement, frappé à répétition par des attentats islamistes. Ça ne s'est jamais traduit par une société qui serait devenue raciste, qui serait devenue intolérante, qui aurait eu un peu ce bras vengeur. On n'a jamais connu ça en France. Jamais. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de le dire. De la même manière qu'on n'a pas changé nos comportements et nos modes de vie suite à ça. Et ça, je crois que c'est la force de la société française. C'est-à-dire qu'on n'est pas un pays raciste, on n'est pas un pays antisémite, on est un pays qui, au contraire, arrive à rester uni, y compris dans des moments où il aurait pu se fracasser. Parce que justement, on avait un ennemi qui cherchait non seulement à tuer, mais à disloquer la société française. Et à aucun moment on s'est disloqué, au contraire, on s'est rassemblés physiquement, on s'est tenu la main et on a réussi ensemble à affronter ces différents moments. Encore une fois, la seule question aujourd'hui qui vaille, c'est de regarder de manière extrêmement lucide le niveau de menace et de considérer qu'il faut qu'on s'adapte par rapport à ça. Merci beaucoup, Aurore Berger.